Salut, je me nomme Élise Goulet-Peterson, je suis enseignante franco-canadienne et auteure du blog Le Fabuleux Destin d'une enseignante. Bienvenue au balado. Dans ce 5e épisode, on va parler de planification. Planification annuelle, d'une unité et d'un cours. Donc, j'enseigne depuis maintenant 14 ans. J'enseigne au cycle intermédiaire, donc des élèves de 12-13 ans. Et bien, je suis l'auteur du blog Le Fabuleux Destin d'une enseignante. Les conseils que je vous partage ici, bien, je les ai acquis à travers mes 14 années d'expérience en enseignement. C'est basé sur ce que j'ai observé auprès de mes collègues, des techniques qu'on m'a apprises durant ma formation, des choses que j'ai lues dans des livres, sur des sites Internet, puis aussi beaucoup d'essais-erreurs, parce qu'en enseignement, c'est ça. C'est du essai-erreur. On essaie des techniques, on regarde comment ça fonctionne, on s'ajuste, on les met de côté ou on les garde encore. C'est comme ça qu'on apprend. Donc, ici, je vais diviser l'épisode vraiment en 3 parties. Comment planifier l'année, comment planifier l'unité et comment planifier le cours. Donc, à vous de décider quels conseils vous prenez de ma capsule, puis quels conseils, bien, ne s'appliquent pas à votre contexte scolaire. À vous d'utiliser votre jugement professionnel pour cela. On y va. Donc, la planification annuelle, c'est vraiment à ce moment-là qu'on écrit, on met sur papier là, un aperçu de l'année. Qu'est-ce qui va être enseigné à quel moment? C'est une planification qui est beaucoup moins détaillée parce que vraiment, c'est une planification de l'année entière. Mais sur cette planification-là, on devrait voir bien les mois de l'année, les différentes dates là, de début et de fin de semestre ou de trimestre selon le format que vous utilisez dans votre niveau ou dans votre école. Puis, on devrait voir les grandes unités dans les matières que vous enseignez. Vérifiez avec votre école si la planification annuelle doit être commune dans toutes les matières. Donc, moi, comme enseignante au cycle intermédiaire, c'est quelque chose qui est exigé. Donc, tous les enseignants de la même matière, du même niveau, doivent avoir la même planification annuelle. Donc, toutes les unités doivent être vues au même moment dans l'année. Donc, si la planification est commune à votre école, il est possible que vos collègues aient déjà une planification disponible qu'ils peuvent vous partager. Donc, quand vous communiquez avec vos nouveaux collègues, si vous êtes dans votre premier poste ou dans une nouvelle école, demandez-leur s'il y a une planification annuelle commune. Et c'est là qu'ils vont pouvoir vous guider avec ça. Quand on fait la planification annuelle aussi, on doit savoir le nombre d'évaluations qui est exigé dans chaque matière ou dans chaque domaine. Ça, encore une fois, la direction de l'école pourra répondre à cette question-là ou vos collègues. Si vous avez été mis en contact avec certains de vos nouveaux collègues, vous leur poserez la question. Certains conseils scolaires ou certaines écoles exigent un nombre précis d'évaluations. Profitez-en aussi pour demander si ces évaluations-là doivent être communes, parce que si c'est le cas, les évaluations sont possiblement déjà créées ou plusieurs des évaluations sont possiblement déjà créées et disponibles pour vous. Donc ça va vous aider avec votre planification de vos unités si vous avez déjà les évaluations qui sont communes, qui sont disponibles. Si ce n'est pas commun, ce n'est pas grave. Au moins, informez-vous du nombre d'évaluations nécessaires dans la matière ou dans le domaine. Puis vous allez pouvoir vous assurer que votre planification annuelle répond à ce critère-là. Donc, évidemment, c'est important de communiquer avec vos collègues pour avoir cette information-là ou n'hésitez pas de poser la question à votre direction d'école. Ça démontre que vous êtes investi, que vous avez de l'initiative, donc n'hésitez pas à leur poser la question aussi. Vérifiez aussi s'il est possible d'intégrer des matières ensemble. Donc, si vous enseignez à l'école élémentaire, donc au primaire, et que vous enseignez la majorité des matières à vos élèves, bien, c'est toujours une bonne stratégie d'intégrer certaines matières ensemble. Ça vous aide à économiser du temps aussi pour voir vos contenus puis pour évaluer les attentes. Il y a certaines matières qui se mettent ensemble plus facilement. Si je pense par exemple à français et art, on pourrait faire un projet intégré où les élèves écrivent une pièce de théâtre, par exemple. Donc, ça peut être évalué à la fois en français
puis en art, là, en théâtre. Les mathématiques et les sciences se jumellent également très bien. Donc, à vous de décider s'il y a des matières qui peuvent être intégrées comme ça pour vous aider à voir votre contenu de façon plus efficace. Évidemment, il faut s'assurer de respecter le curriculum. Donc, moi, je suis en Ontario. En Ontario, on a un curriculum, donc il y a des programmes cadres. Un programme cadre pour chaque matière qu'on doit enseigner. Donc, dans ce curriculum-là, on trouve les attentes qui doivent être évaluées et ensuite plein de contenus d'apprentissage qu'on doit présenter aux élèves pour évaluer ces attentes-là. Donc, c'est important là, dans la province ou dans le pays où vous enseignez, informez-vous du curriculum rattaché aux matières que vous allez enseigner et soyez très conscient des attentes que vous voulez évaluer ou que vous devez évaluer. Vous pouvez, dans votre planification annuelle, déjà jumeler les attentes avec les différentes unités d'apprentissage. Comme ça, vous saurez ce que vous évaluez à quel moment dans l'année. Donc ça, en gros, c'était la planification annuelle. C'est une grosse tâche. Je dois l'avouer, là, je ne vais pas vous le cacher. Mais si vous communiquez, si vous êtes dans votre première année d'enseignement, communiquez avec vos collègues. Demandez-leur s'ils ont un exemple de planification annuelle à vous partager. Ça va être un excellent point de départ. De suivre la planification d'un enseignant d'expérience, ça va vous aider aussi à mieux juger combien de temps allouer à chaque unité d'apprentissage. Donc, la communication ici est très importante. Maintenant, quand on veut planifier une unité d'apprentissage, donc l'unité d'apprentissage, c'est vraiment un regroupement de cours qui vont parler soit du même thème ou qui vont viser l'évaluation d'une même attente. Donc, vérifiez à la base là, quelle attente vous voulez évaluer dans cette unité-là ou quelle attente vous devez évaluer dans cette unité-là. Donc, ça peut être une seule attente ou plusieurs attentes. Et la planification à rebours, c'est une stratégie que je vous recommande. Donc, c'est quelque chose dont on a parlé souvent, moi, dans ma carrière. Là. Si je retourne environ 7-8 ans passés, là, dans mon coin, on en parlait beaucoup de planification à rebours. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est d'avoir en tête la fin de l'unité avant de commencer à planifier le début. Donc, on parle ici de l'évaluation. Commencez, là, par établir quelle sera l'évaluation à la fin de cette unité-là. Ou dans le fond, l'évaluation n'a pas besoin d'être à la fin de l'unité, ça peut être quelque chose aussi qui est évalué tout au long de l'unité. Donc, ayez en tête ce qui sera évalué et comment ce sera évalué. Est-ce que ça va être une évaluation papier-crayon comme un test? Est-ce que ça va être une présentation orale, un projet de recherche, une maquette, une scénette? Est-ce que ça va être une peinture? Donc, un texte, une histoire, une dissertation. Donc, commencez par établir quelle sera l'évaluation, quel format elle prendra, puis quelles attentes doivent être évaluées dans cette évaluation-là. Une fois que vous avez l'évaluation, bien là, vous savez que vous devez préparer vos élèves pour cette évaluation-là. Donc, ça va guider ce que vous allez enseigner dans tous les cours de l'unité. Ça va vous guider pour élaborer quelles seront les leçons nécessaires, quelles seront les capsules à présenter. Donc, je vous recommande fortement de commencer avec la fin en tête. Quelle sera l'évaluation? Et ensuite descendre en élaborant là, chacun des cours que vous allez devoir enseigner dans l'unité. Ensuite, la planification d'un cours. OK. Donc, un cours, bien, ça va varier selon l'âge de vos élèves et selon la durée du cours. Si vous êtes enseignant à l'élémentaire, vous avez peut-être 2 heures dédiées à la numératie, donc aux mathématiques dans votre matinée. Donc, ça, c'est une plus longue période. Vous allez pouvoir varier vos techniques d'enseignement à l'intérieur de ces 2 heures-là, tandis que si vous enseignez au cycle intermédiaire ou au secondaire et que vous êtes vraiment là, figé dans le temps, là, vous avez comme un bloc d'alloué, puis après ça, vos élèves vous quittent, bien, c'est différent. Donc, on planifie différemment selon le temps qu'on a à chaque jour avec nos élèves. Moi, j'ai toujours connu une formule où est-ce que j'ai mes élèves pour une période et ensuite, ils quittent mon local.
Donc, j'ai toujours été limitée par ce temps-là. Je ne pouvais pas prolonger la période si jamais ça allait bien puis je voulais continuer. Non, parce que les élèves devaient aller à un autre cours. Donc, moi, mes cours sont d'une durée de 60 minutes. Donc, évidemment, si vos cours sont 75 minutes ou sont 40 minutes, bien, ça va affecter là, la quantité de contenu que vous pouvez voir puis le nombre d'activités que vous pouvez faire dans une seule période, dans une seule journée. Donc, à vous de déterminer quel format va mieux fonctionner avec vos élèves et aussi avec la longueur de votre cours. Puis un cours aussi, bien, il peut prendre différents formats, différents types. Donc, votre cours va être planifié différemment si vous avez une leçon à faire. Donc, une leçon où vous devez faire du modelage, transmettre du contenu. Que si c'est une période de travail autonome où l'élève a déjà toutes les informations nécessaires et travaille sur quelque chose comme un projet ou une fiche, que si vous faites un cours où est-ce que c'est un carrousel de citations avec des fiches de travail, ou si c'est un cours de découverte où les élèves vont plutôt explorer puis apprendre les concepts par exploration. Donc vraiment, là, le type de cours que vous pouvez donner varie énormément. Moi, ce que j'aime faire, quand je planifie mon cours, premièrement, je vais avoir en tête quel est le type de cours que ça va être et ça va être quoi le sujet, le contenu, quel sera le thème du cours. Puis j'aime voir mes cours en capsule, surtout que moi, mes élèves me quittent à la fin du cours. Je me dis, OK, à la fin de cette période-là, qu'est-ce que je veux avoir accompli avec eux? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils doivent absolument connaître ou est-ce qu'ils doivent être à un certain point dans leur travail, dans leur cheminement? Donc, j'ai toujours ça en tête quand je planifie mon cours. Quel est le but de ce cours-là? Qu'est-ce que je veux leur apprendre? Puis qu'est-ce que je veux qu'ils aient acquis ou accompli à la fin de cette période-là? J'essaie toujours d'avoir dans mon cours aussi un petit aspect ludique. Un morceau du cours qui va être un petit peu plus amusant ou drôle ou dynamique. Pas juste moi qui transmets du contenu. OK, on veut s'éloigner de cette formule-là, de l'enseignant qui fournit du contenu pendant plusieurs minutes. Les élèves n'ont pas l'attention nécessaire, surtout les plus jeunes. Donc, essayez de couper votre cours en petites capsules, puis changer ça pour que ça reste dynamique. Donc, moi, si je dois faire une leçon, si je dois transmettre un nouveau contenu, par exemple, enseigner comment trouver le sujet d'un verbe, OK, je vais commencer par expliquer quel est le but de ma leçon. Hein. Pourquoi je vous enseigne ça? Ça va servir à quoi dans la vie, ça? J'aime toujours commencer avec ça. Je leur explique le but du cours et ensuite, je leur transmets le nouveau contenu. OK? Puis, dans ce cas-ci, pour une leçon de grammaire, bien, je fais du modelage. Moi, j'utilise beaucoup une pratique qui s'appelle l'enseignement explicite. Donc, ce que c'est de mettre des haut-parleurs sur la pensée. Donc, j'explique à voix haute tout le raisonnement que je fais dans ma tête pour que l'élève puisse ensuite refaire ce que moi, je viens de modeler, de démontrer à l'avant. Donc, quand j'ai un apprentissage à leur transmettre, je commence toujours avec le modelage. Ensuite, je leur donne du temps pour qu'ils puissent l'essayer ensemble, donc en petite équipe. Donc, ils collaborent pour essayer de faire le travail que moi j'ai démontré ou pour mettre en pratique la nouvelle stratégie que j'ai enseignée. Et finalement, je leur donne du temps pour pratiquer ce qu'ils ont appris, mais là, seul. Puis dans ce cas-là, bien, je peux circuler et voir où sont chacun des élèves, puis qui a besoin d'aide supplémentaire. C'est aussi un bon moment pour vérifier est-ce que la majorité de mes élèves a compris, est-ce que je dois faire un retour sur certains concepts le lendemain, est-ce que je dois rencontrer des élèves à un autre moment qui ont moins bien compris. Donc, c'est à ce moment-là que je peux déterminer s'ils ont acquis ce que je voulais qu'ils comprennent à la fin de ce cours-là. Comme je vous ai dit, quand je présente du nouveau contenu, j'aime toujours ajouter un aspect ludique. J'aime beaucoup travailler avec la vidéo, des extraits, soit de capsules que je trouve sur YouTube ou sur des plateformes éducatives comme Télé-Québec en classe ou Idélo. C'est juste deux exemples de ressources que j'utilise. Par exemple, lorsque j'enseigne la structure du paragraphe et que je leur présente un exemple d'un paragraphe descriptif et d'un paragraphe argumentatif, bien mon paragraphe descriptif parle d'une comédienne, Sophie Nélis. Donc, c'est une comédienne canadienne-française. Puis, mon paragraphe décrit un peu qui elle est et ce qu'elle a accompli dans sa carrière. Mais après ça, je leur présente une capsule TFO, donc de la chaîne TFO, où
Sophie Nélis et sa sœur sont en train, là, avec l'animateur de l'émission Flip TFO, sont en train de faire un dessert. Ils font des pets de sœur. Donc, c'est une petite capsule qui vient comme couper un peu là, le sérieux du cours. Hein? Donc, c'est intense. Je présente la structure du paragraphe, je donne des exemples, je fais du modelage, mais là, je leur présente cette capsule-là. En même temps, je suis en train de mousser la francophonie. Ici, ils découvrent quelqu'un de nouveau qu'ils ne connaissent peut-être pas. Puis, on dirait que ça change les idées pour après ça, ensuite, revenir se concentrer. Donc, c'est ça, un aspect ludique aussi, ça peut être un travail d'équipe, ça peut être mettre de la musique pendant que les élèves accomplissent quelque chose. Donc, à vous de décider là, comment vous voulez rendre ça un petit peu dynamique, un petit 5-10 minutes là, durant le cours. Mais évidemment, ça va dépendre de la longueur de la période et de quel type de période, quel type de cours que vous êtes en train de faire avec eux. Si c'est une période de travail, c'est important. Moi, j'aime toujours afficher au tableau ou à l'écran les outils qui sont à la disposition des élèves. Donc, par exemple, je leur dis où aller retrouver l'information dans leur cartable ou dans Google Classroom. Aussi, l'objectif du cours. Hein. Ils doivent être rendus où à la fin du cours? Quand les élèves travaillent sur un projet de longue envergure, des fois, ils se disent « j'ai beaucoup de temps, ils ne savent pas trop où se mettre. » Donc, j'aime mettre un objectif pour chaque cours. Les élèves savent exactement sur quoi ils doivent travailler. Puis à la fin du cours, là, je vérifie que tout le monde est rendu à la même étape dans leur travail. C'est vraiment comme un survol parce que la planification, c'est quand même lourd. Vos collègues sont là pour vous aider. Également, dans votre école, il y a sûrement des manuels, des guides d'enseignants qui sont à votre disposition. Je sais que dans ma province, on nous déconseille souvent là, de suivre à la lettre tout un guide du début à la fin. Moi, ce que j'aime, c'est d'aller piger. Hein, d'aller piger ici et là. Il y a plusieurs bonnes choses dans les manuels traditionnels qui se retrouvent dans vos écoles. À vous d'utiliser ce contenu-là ou ces idées d'activité-là, puis de les adapter à 2021, puis à l'âge de vos élèves, puis à l'ère virtuelle aussi. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à écouter les autres épisodes de cette série du balado. Si vous voulez d'autres conseils ou un guide plus approfondi au sujet de votre rentrée scolaire, je vous invite à consulter mon guide « Une rentrée réussie » disponible dans ma boutique chez Mieux Enseigner. Vous pouvez aussi visiter mon blog au www.destinenseignante.ca. Le fabuleux destin d'une enseignante est aussi sur Instagram, Facebook et Pinterest. À la prochaine!